Mes parents m'ont dit de grandir et de me débrouiller quand j'ai perdu mon appartement, alors c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ils me demandent si mon frère peut emménager gratuitement dans ma chambre d'amis. J'ai écouté tout leur discours. Puis j'ai prononcé les mêmes 3 mots qu'ils m'avaient dit. Je m'appelle Antoine. J'ai 29 ans, et récemment, la phrase de 3 mots la plus satisfaisante de toute ma vie est sortie de ma bouche. Je parle de quelque chose de mieux que je t'aime. Mieux qu'un café gratuit aujourd'hui, mieux que l'école annulée pour toujours. 3 mots que je ne pensais jamais avoir l'occasion de dire. Et honnêtement, 3 mots que je n'aurais jamais voulu avoir besoin de dire. Mais la vie a une drôle de façon de vous remettre le scénario exact que vos parents ont écrit pour vous. Juste avec quelques années de retard et dirigé dans la direction opposée. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi à Lyon, dans le Rhône, dans une de ces familles qui semblaient tout à fait normales de l'extérieur. 2 parents, 2 enfants, un chien nommé Milo, qui n'avait aucune raison d'être aussi gros qu'il l'était, mais nous l'avons tous encouragé. Mon frère aîné Romain avait 3 ans de plus que moi. Et à partir du moment où j'ai eu la capacité cognitive de comprendre le favoritisme, j'ai compris que Romain était le soleil et que j'étais une sorte de rocher en orbite très loin au-delà de Pluton dont les scientifiques ne peuvent même pas s'accorder pour dire si c'est une vraie planète. Romain était l'enfant roi. Et écoutez, je n'utilise pas ce terme à la légère. Je sais que chaque frère ou sœur cadet pense que l'aîné a eu un traitement de faveur, mais dans ma famille, ce n'était même pas subtil. Romain jouait au rugby et mes parents ne manquaient jamais un seul match. J'ai joué au football pendant 6 ans et mon père est venu à exactement 2 matchs. Je connais le nombre parce que j'ai compté. La deuxième fois qu'il est venu, il a passé toute la première mi-temps au téléphone dans le parking, puis m'a dit sur le chemin du retour que le football était un sport de participation et que je devrais essayer quelque chose de plus compétitif. J'avais 12 ans. Ma mère Catherine était un peu plus présente, mais sa version du soutien consistait à me comparer constamment à Romain. Si j'obtenais un B+, elle mentionnait que Romain avait eu un A dans la même matière. Si j'étais sur le tableau d'honneur, elle me rappelait que Romain était sur la liste du directeur. J'ai un jour gagné une exposition scientifique régionale, et quand je suis rentré à la maison avec le trophée, elle a dit « C'est super, chérie. » L'entraîneur de Romain vient d'appeler et a dit qu'il pourrait obtenir une bourse. Super. Merci, maman. Laisse-moi juste mettre ce trophée à la poubelle où il a apparemment sa place. Mon père, Philippe, était pire d'une manière plus silencieuse. Il n'était pas cruel. Pas exactement. Il agissait simplement comme si j'étais une arrière-pensée. Romain a eu une voiture pour son 16e anniversaire, une Renault Clio d'occasion. Rien d'extravagant, mais quand même un vrai véhicule. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai reçu une carte avec 50 € dedans, et un sermon sur le fait que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Je n'invente rien. Cet homme a littéralement acheté une voiture à l'un de ses fils et a donné à l'autre une carte de vœux avec l'image d'un coucher de soleil dessus. Le pire, c'est que Romain n'était même pas un mauvais garçon à l'époque. Il était juste un peu inconscient. Il voyait nos parents le combler d'attention et supposait que c'était ainsi que fonctionnaient toutes les familles. Il ne faisait jamais d'effort pour me le frotter au visage. Mais il ne s'est jamais non plus levé une seule fois pour dire « Eh, peut-être que Antoine devrait avoir son tour ». Il absorbait tout comme une éponge qui n'aurait jamais pensé que le robinet pourrait se tarir pour quelqu'un d'autre. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec de bonnes notes et j'ai été accepté à l'université de Lyon. Pas avec une bourse, remarquez. Romain a obtenu une bourse partielle de rugby pour l'université Grenoble-Alpes. J'ai eu une tape dans le dos et un rappel que les prêts étudiants forgeaient le caractère. J'ai donc occupé 2 emplois pendant mes études universitaires. Je livrais des pizzas 4 soirs par semaine et je travaillais à la librairie du campus pendant la journée. J'ai dormi environ 5 heures par nuit pendant 4 ans. C'était brutal, mais j'ai tenu le coup. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un solide poste de débutant dans une entreprise de logistique à Lyon. Rien de prestigieux. J'étais essentiellement analyste de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est une façon chic de dire que je fixais des feuilles de calcul et essayais de comprendre pourquoi les expéditions finissaient toujours au mauvais endroit. Mais c'était bien payé, et j'étais fier de moi. J'avais mon propre appartement, une vieille voiture qui roulait, et une vie que j'avais construite entièrement par moi-même. Romain, quant à lui, avait abandonné l'université après sa 2e année quand sa carrière de rugbyman n'avait pas abouti. Il est retourné vivre à la maison, et mes parents l'ont accueilli à bras ouverts.
Pas de leçons sur la formation du caractère, pas de discours sur le fait de se débrouiller. Ils l'ont juste laissé se réinstaller dans son ancienne chambre comme s'il revenait d'une colonie de vacances. Il a enchaîné quelques emplois à temps partiel, n'a jamais rien gardé plus de 6 mois, mais nos parents ont continué à payer ses factures. Ils lui ont acheté un nouveau téléphone quand le sien s'est cassé. Ils ont payé son assurance automobile. Ils l'ont même aidé à payer son loyer lorsqu'il a brièvement emménagé avec une petite amie, puis est rentré à la maison 3 mois plus tard quand cela s'est effondré. J'ai observé tout cela de loin et j'ai essayé de ne pas me laisser ronger. Vraiment. Je me suis dit que j'étais indépendant, que je n'avais pas besoin de leur aide, que leur favoritisme m'avait en fait rendu service car il m'avait forcé à grandir plus vite. Et honnêtement, pendant un certain temps, c'était vrai. Puis l'économie a décidé de faire un de ses petits caprices. J'avais 24 ans lorsque mon entreprise a procédé à une vague de licenciements. J'étais l'un des derniers embauchés, j'ai donc été l'un des premiers licenciés. Classique. J'avais un petit coussin d'économie, peut-être assez pour couvrir 2 mois de loyer si je ne mangeais que du riz et de l'anxiété. J'ai immédiatement commencé à chercher du travail, mais le marché était brutal. Les entretiens ne menaient nulle part. J'ai postulé à plus de 100 postes en 6 semaines. Rien. Quand mes économies ont commencé à s'épuiser dangereusement, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé mes parents et j'ai demandé de l'aide. Pas de l'aumône, pas un chèque en blanc. J'ai demandé si je pouvais rester dans leur chambre d'amis pendant 1 mois ou 2 pendant que je me remettais sur pied. Juste un toit au-dessus de ma tête jusqu'à ce que je trouve du travail. Je leur ai dit que je paierais mes propres courses, que je ferais des tâches ménagères, tout ce dont ils avaient besoin. Ma mère a écouté tout cela. Puis elle m'a mis sur haut-parleur pour que mon père puisse entendre. Et mon père, de ce ton plat et pragmatique qu'il utilisait toujours quand il était sur le point de dire quelque chose qui allait vivre gratuitement dans mon cerveau pour toujours, a dit 6 mots qui ont tout changé. Grandis et débrouille-toi. Ma mère n'a pas répliqué. Elle n'a pas argumenté. Elle a juste ajouté, ton père a raison, Antoine. Tu es un homme adulte. Tu dois gérer ça toi-même. Je suis resté assis là, au téléphone dans mon appartement, celui que j'étais sur le point de perdre, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même pas de la colère. Pas encore. C'était de la clarté. Le genre de clarté que vous obtenez quand quelqu'un confirme enfin ce que vous avez toujours soupçonné mais que vous espériez ne pas être vrai. Il ne me voyait pas de la même façon qu'il voyait Romain. Il ne l'avait jamais fait, et il ne le ferait jamais. J'ai dit, d'accord. Et j'ai raccroché. Je suis resté assis là sur mon canapé, qui appartenait techniquement au propriétaire et appartiendrait bientôt à celui qui emménagerait après moi, et j'ai passé en revue tous les scénarios dans ma tête. Je pourrais rappeler et supplier. Je pourrais les faire culpabiliser avec des détails, leur dire exactement combien d'argent il me restait, exactement combien de jours avant que le loyer ne soit dû, à quel point j'étais près du gouffre. Mais je savais déjà que ça n'aurait pas d'importance. La décision avait été prise, pas seulement par mon père à ce moment-là, mais par eux deux des années auparavant, lorsqu'ils avaient décidé quel fils valait la peine d'être investi et lequel devait se débrouiller seul. J'ai appelé Mathieu à la place, et je lui ai dit que je pourrais bientôt avoir besoin de son canapé. Il n'a pas posé une seule question. Il a juste dit, je vais ranger les manettes de la console. 2 semaines plus tard, j'ai perdu mon appartement. J'ai mis tout ce que je possédais dans ma voiture et un garde-meuble loué. Et j'ai conduit jusqu'à chez Mathieu avec les vitres baissées et ce genre de vide dans la poitrine qui ne vient pas de la faim. Il vient du fait de comprendre enfin sa place et les priorités de quelqu'un d'autre. Perdre son appartement quand on a 24 ans est l'une de ces expériences qui recalibrent fondamentalement la façon dont on voit le monde. Un jour, vous êtes un adulte fonctionnel avec une adresse postale et un tiroir de cuisine plein de menus de plats à emporter. Et le lendemain, vous fourrez tout ce que vous possédez dans des sacs poubelles et vous essayez de savoir quel canapé d'amis a le moins de chances de détruire votre colonne vertébrale. J'ai fini par m'incruster chez mon pote Mathieu, que je connaissais depuis ma première année à l'université de Lyon. Mathieu était le genre d'ami qui vous donnerait ses 20 derniers euros et vous ferait ensuite vous sentir coupable de ne pas les avoir dépensés pour quelque chose d'amusant. Il avait un appartement d'une chambre dans un quartier un peu sensible de Lyon, et il m'a laissé dormir sur le sol de son salon sur un matelas gonflable qui fuyait lentement. Chaque matin, je me réveillais pratiquement à plat sur le sol, le dos en compote, regardant un plafond qui avait une tache d'eau.
C'était une leçon d'humilité dans le sens le plus littéral du terme. Pendant ces semaines, je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents une seule fois. Pas un texto, pas un appel, rien. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone comme un idiot, espérant que ma mère enverrait l'un de ces messages de vérification qu'elle envoyait à Romain quand il était entre deux de ses emplois éphémères. Mais mon téléphone est resté silencieux. C'était comme si j'avais été chirurgicalement retiré du groupe de discussion familiale, ce qui d'ailleurs était littéralement le cas. Ma mère avait lancé une nouvelle discussion de groupe intitulée Nouvelles de la famille et ne m'y avait pas inclus. Je l'ai découvert des mois plus tard lorsque Romain m'a accidentellement transféré un message destiné à cette discussion. C'était une photo de mon père en train de faire griller des saucisses avec la légende « Apéro du dimanche ». Je n'avais pas été invité. Mais le vrai coup dur est arrivé environ 3 semaines après le début de ma période de squat sur canapé. Je faisais défiler les réseaux sociaux, ce qui est fondamentalement de l'automutilation émotionnelle quand votre vie s'effondre, et j'ai vu une publication de ma mère. C'était une photo de Romain debout devant un pick-up flambant neuf, pas neuf pour lui, flambant neuf. Un Ford Ranger bleu nuit brillant. La légende de ma mère disait, si fier de notre garçon, Romain. Un nouveau pick-up pour un nouveau chapitre. Avec environ 14 émoticônes en forme de cœur. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Un très long moment. Mes parents m'avaient dit de grandir et de me débrouiller quand j'avais demandé à dormir dans leur chambre d'amis gratuitement. Et puis ils s'étaient retournés et avaient acheté à Romain un pick-up à 35 000 €. J'ai fait le calcul plus tard. Le pick-up, plus ce qu'ils avaient dépensé pour couvrir le loyer de Romain, l'assurance, le téléphone et les courses au fil des ans, correspondait à peu près au coût d'un bel acompte pour un pavillon. C'est ce qu'ils ont investi dans le fils qui n'a jamais gardé un emploi pendant plus de 6 mois. Le fils qui avait en fait une carrière et qui avait juste besoin d'un coup de main temporaire, il a eu droit à une citation motivante et à la tonalité du téléphone. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Je n'avais pas l'intention de crier ou de faire une scène. Je voulais sincèrement comprendre. J'avais besoin de l'entendre l'expliquer d'une manière qui ait un sens, même si l'explication était terrible. Maman, j'ai vu la publication sur le pick-up de Romain. Oh, n'est-ce pas excitant? Il en voulait un depuis des lustres. Oui, c'est super. J'essaie juste de comprendre quelque chose. Papa et toi m'avez dit de me débrouiller quand j'étais sur le point d'être sans abri. Mais vous avez acheté à Romain un pick-up flambant neuf. Il y a eu une pause. Et puis ma mère a dit quelque chose dont je me souviendrai jusqu'au jour de ma mort. Antoine, Romain a besoin de plus de soutien. Il n'est pas comme toi. Tu as toujours été le plus fort. Romain est sensible. Il a des difficultés. Nous devons l'aider davantage parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. J'ai laissé cela pénétrer. Donc, je suis puni parce que je suis capable. Personne ne te punit. Nous savions juste que tu retomberais sur tes pieds. Je dormais sur un matelas gonflable sur le sol de Mathieu. Maman, je ne suis pas retombé sur mes pieds. Je me suis planté le visage la première et vous n'avez même pas appelé. Ne sois pas dramatique, Antoine. Ce mot dramatique. Le mot que chaque parent dans l'histoire de la parentalité dédaigneuse utilise quand il ne veut pas reconnaître que son enfant a un argument légitime. J'aurais pu guérir le cancer et elle aurait trouvé le moyen de qualifier le discours d'acceptation de dramatique. Mon père a pris le téléphone à ce moment-là parce qu'apparemment il écoutait depuis le début. Fils, la vie n'est pas juste. Nous t'avons donné tout ce dont tu avais besoin pour réussir et tu l'as fait. Romain a besoin de plus d'aide. C'est juste la réalité. Arrête de tenir les comptes. Arrête de tenir les comptes. L'homme qui a acheté une voiture à l'un de ses enfants à 16 ans et a donné à l'autre un billet de 50 € me disait d'arrêter de tenir les comptes. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la tartiner sur du pain. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai juste dit, très bien, je vous entends. Et j'ai raccroché. Ce fut la dernière vraie conversation que j'ai eue avec mes parents pendant près de 4 ans. Je sais ce que vous pensez. 4 ans, Antoine, ça semble extrême. Et vous avez raison. Ça semble extrême de l'extérieur. Mais voici ce qui se passe quand on coupe les ponts avec sa famille. Ce n'est jamais une seule décision. C'est 1000 petites décisions chaque jour. De ne pas décrocher le téléphone. De ne pas répondre aux textos occasionnels pour les fêtes.
de ne pas céder quand votre mère vous envoie un message d'anniversaire qui dit « Tu me manques » avec une émoticône visage triste, mais qui ne contient pas les mots « Je suis désolé » ou « Nous avions tort ». C'est choisir sa paix plutôt que leur confort. Encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Ma mère a essayé de me contacter quelques fois la première année. Des textos pour la plupart. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Romain te passe le bonjour. Aucun d'entre eux n'abordait ce qui s'était passé. Aucun d'entre eux ne reconnaissait qu'ils m'avaient essentiellement abandonné quand j'avais besoin d'eux pour ensuite financer le style de vie de mon frère dans le même souffle. C'était comme s'ils s'attendaient à ce que toute l'affaire se tasse d'elle-même, comme ça a toujours été le cas quand j'étais enfant et que je ravalais ma peine pour maintenir la paix. Mais je n'étais plus un enfant et j'en avais fini de ravaler. Mon père n'a jamais cherché à me contacter. Pas une seule fois en 4 ans. Philippe n'a pas envoyé un seul texto, passé un seul appel ou écrit un seul email. Et honnêtement, cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il n'avait pas juste choisi Romain. Il avait oublié mon existence. Ou pire, il s'en souvenait et ne s'en souciait tout simplement pas assez pour faire l'effort. Romain m'a envoyé un texto une fois, environ 6 mois après le début du silence. Il disait « Eh, frérot. Maman dit que tu es en colère ou peu importe. Rappelle-la. Elle est contrariée. » C'était tout. Pas de « Est-ce que ça va ? » Pas de « Je comprends pourquoi tu es blessé. » Juste maman est contrariée. Répare ça. Même dans sa tentative de rapprochement, j'étais toujours celui censé gérer les sentiments de tout le monde. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé la discussion et j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. Et puis je suis allé faire une promenade dans le quartier de Mathieu, qui était principalement composé de petits commerces et d'optimisme, et j'ai pris une décision. J'en avais fini d'être le concierge émotionnel de la famille. J'en avais fini de nettoyer les dégâts que je n'avais pas causés, de m'excuser pour des sentiments que j'étais en droit d'avoir, et de me faire tout petit pour que Romain puisse prendre plus de place. Et vous savez quoi ? Pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. Pas heureux, pas encore, mais libre. Comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres pendant 24 ans, et que quelqu'un m'avait enfin dit que je pouvais le poser. L'absence de leur approbation, que j'avais passé toute ma vie à poursuivre, s'est avérée être l'absence d'un poids dont je ne réalisais pas qu'il m'écrasait. Alors, j'ai fait exactement ce qu'ils m'avaient dit de faire. J'ai grandi et je me suis débrouillé. Les 6 premiers mois après avoir coupé les ponts ont été durs. Je ne vais pas édulcorer la chose. J'étais fauché. Je dormais sur des meubles empruntés. Et j'avais cette anxiété constante de faible intensité qui bourdonnait en arrière-plan de chaque moment de la journée, comme un réfrigérateur dont on ne trouve pas la prise. Mais j'avais aussi quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, qui était la liberté complète et totale de construire ma vie sans m'inquiéter de savoir si elle était à la hauteur de celle de Romain. Mathieu m'a laissé rester chez lui pendant 3 mois au total, et pendant ce temps, j'ai traité la recherche d'emploi comme un poste à temps plein. J'ai réécrit mon CV 4 fois. Je me suis entraîné à passer des entretiens dans le miroir de la salle de bain jusqu'à ce que Mathieu frappe à la porte et me dise que si je disais Synergie une fois de plus, il allait changer les serrures. J'ai postulé à tout, chaîne d'approvisionnement, opération, logistique, gestion d'entrepôt, tout ce qui se rapprochait de ce que j'avais fait auparavant. J'ai également pris un boulot à temps partiel sur un quai de chargement chez Castorama pour couvrir ma part des courses et économiser pour une caution sur mon propre appartement. La chance a tourné lorsqu'une entreprise de distribution de taille moyenne à Écully, une banlieue au nord de Lyon, m'a appelé pour un entretien. L'entreprise s'appelait Rapidlog Solutions, et il cherchait un coordinateur des opérations. Le salaire était modeste, mais meilleur que ce que je gagnais avant. Et la femme qui m'a fait passer l'entretien, une directrice des opérations pragmatiques nommée Elodie, m'a dit quelque chose pendant l'entretien qui m'est resté. Elle a dit, « Je me fiche de votre pédigré ou de qui vous connaissez. Ce qui m'importe, c'est de savoir si vous pouvez résoudre des problèmes sous pression et ne pas vous effondrer quand les choses tournent mal. » Je lui ai dit que toute ma vie, les choses avaient tourné mal. Et elle a vraiment ri. J'ai reçu l'offre 2 jours plus tard. Je me suis jeté dans ce travail comme s'il me devait de l'argent. J'arrivais tôt, je partais tard, je me portais volontaire pour tous les projets dont personne d'autre ne voulait, et j'ai appris tous les systèmes qu'ils avaient. Dans les 6 mois, Elodie m'a promu coordinateur principal des opérations. En 1 an, je gérais une équipe de 8 personnes.
Au moment de mon 2e anniversaire chez Rapidlog, j'étais directeur des opérations supervisant 3 centres de distribution régionaux. Elodie est devenue plus que ma simple patronne. Elle est devenue un mentor. Elle avait la quarantaine, 2 enfants adolescents, et un sens de l'humour à froid qui pouvait couper du verre. Et elle a vu en moi quelque chose que mes propres parents n'avaient jamais pris la peine de chercher. Elle m'a poussé à obtenir ma certification de professionnel en gestion de projet, pour laquelle j'ai étudié le soir et le week-end. Elle m'a mis en contact avec des personnes de l'industrie. Elle m'a dit une fois, « Antoine, tu as le genre de motivation qui ne vient que du fait d'avoir quelque chose à prouver. Assure-toi juste de te le prouver à toi-même, pas à celui qui t'a laissé tomber. » J'ai failli craquer dans son bureau ce jour-là. Failli. À peu près au même moment où j'ai commencé chez Rapidlog, j'ai rencontré une femme nommée Manon. Elle était infirmière praticienne à la clinique de soins d'urgence où je suis allé après m'être fait une entorse à l'épaule en chargeant des palettes chez Castorama. Techniquement, notre première interaction a consisté pour elle à me dire que j'avais une légère déchirure de la coiffe des rotateurs et que je devais mettre de la glace et arrêter d'essayer de jouer les héros. Je lui ai dit que les héros ne travaillent généralement pas chez Castorama pour 11 € de l'heure, et elle a ri si fort qu'elle a grogné. J'ai su à ce moment-là. Nous avons commencé à sortir ensemble environ un mois plus tard et Manon est devenue la première personne de ma vie qui m'a aimé sans condition ni comparaison. Elle se fichait de Romain. Elle se fichait de mes parents. Elle se souciait de qui j'étais là tout de suite au présent. Elle avait son propre passé familial compliqué. Un père qui était parti quand elle avait 10 ans et une mère qui s'était remariée avec un type que Manon décrivait comme médiocre. Elle comprenait donc ce que cela faisait de ne pas être la priorité. Nous nous sommes rapprochés grâce à cette compréhension commune, mais nous avons également pris la décision consciente de ne pas laisser notre passé définir notre avenir. Nous avons emménagé ensemble après environ 8 mois. Un bel appartement de 2 chambres à Villeurbanne, ce qui était une amélioration massive par rapport au sol de Mathieu. Je me souviens de la première nuit dans cet appartement, debout dans la cuisine à manger de la nourriture thaïlandaise à emporter directement de la boîte, regardant cet espace qui était le nôtre, et pensant, c'est moi qui ai fait ça. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a sauvé la mise. C'est à moi. La trajectoire de carrière a continué à s'accélérer. Rapidlog se développait rapidement et je grandissais avec. À 27 ans, j'étais directeur régional des opérations. À 28 ans, je supervisais la logistique pour toute la division du Rhône-Alpes. Mon salaire avait plus que triplé par rapport à mes débuts. J'ai acheté un pavillon, pas un manoir, rien de fou. Un pavillon de 3 chambres à Dardilly avec un jardin assez grand pour un potager et une installation de barbecue décente. Manon et moi avons adopté un chien, un bâtard de refuge nommé Oscar, qui avait une oreille dressée et l'autre tombante, ce qui lui donnait une expression de confusion permanente à laquelle je pouvais profondément m'identifier. Manon et moi nous sommes fiancés lors d'un voyage de camping dans l'Ardèche. Je l'ai demandé en mariage près d'une cascade et elle a dit oui avant même que je finisse la question. Nous nous sommes mariés le printemps suivant lors d'une petite cérémonie dans un vignoble du Beaujolais. Mathieu était mon témoin. Elodie est venue en tant qu'invitée et a pleuré pendant les vœux, ce qu'elle a ensuite nié agressivement. Mes parents n'étaient pas invités. Romain non plus. Je ne vais pas prétendre que ça ne m'a pas fait mal. Le jour de mon mariage, debout devant l'autel à regarder Manon s'avancer vers moi, il y avait une petite part obstinée de moi qui souhaitait que ma mère et mon père soient là. Pas parce qu'ils méritaient d'y être, mais parce que c'est ce que le petit garçon à l'intérieur de vous désire. Même quand l'adulte sait mieux. Vous voulez vos parents à votre mariage. Vous voulez qu'ils soient fiers. Mais j'avais appris d'ici là que vouloir quelque chose ne signifie pas qu'il faut le poursuivre. Surtout quand le poursuivre signifie accepter moins que ce que vous méritez. À 29 ans, je gagnais largement un salaire à 6 chiffres, j'avais une femme magnifique. Un pavillon qui était presque payé parce que j'avais agressivement remboursé le prêt hypothécaire en avance et une vie que j'avais construite de toutes pièces de mes propres mains et avec le soutien de personnes qui étaient vraiment là pour moi. Je m'épanouissais, je ne survivais pas, je ne m'en sortais pas juste, je m'épanouissais. J'avais aussi construit un cercle de personnes qui ressemblaient plus à une famille que ma vraie famille ne l'avait jamais fait. Mathieu, qui était maintenant fiancé à une femme nommée Chloé, qui était bien trop bien pour lui, et il le savait. Elodie, qui m'envoyait de terribles jeux de mots chaque lundi matin et appelait ça du développement de la direction. La mère de Manon, qui, malgré ses goûts douteux en matière de mari, me traitait comme le fils qu'elle avait toujours voulu. Même quelques gars du travail,
Nathan et Victor, avec qui j'allais boire des bières le vendredi soir et qui n'avaient absolument aucune idée de ma situation familiale car j'avais appris que chaque blessure n'a pas besoin d'être publique pour être valide. Le fait est que je ne manquais de rien. J'avais construit une vie bien remplie, une bonne vie, une vie qui marchait. Le trou laissé par mes parents avait été comblé par des personnes qui ont choisi d'être là, et non par des personnes obligées de l'être. Et c'est à ce moment-là que mes parents ont décidé de réapparaître. Cela a commencé par un message vocal de ma mère. Sa voix avait l'air plus âgée, ce qui m'a frappé plus durement que prévu. Elle a dit « Antoine, c'est maman. Je sais que ça fait longtemps. J'espérais que nous pourrions parler. Il y a des choses qui se passent avec la famille, et j'aimerais vraiment entendre ta voix. S'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai écouté ce message vocal 3 fois. Puis j'ai posé mon téléphone, je suis sorti et j'ai lancé la balle à Oscar jusqu'à ce que la sensation dans ma poitrine disparaisse. Je ne l'ai pas rappelé. Les messages vocaux ont continué à arriver, un toutes les 2 semaines, chacun un peu plus urgent que le précédent. La voix de ma mère est passée d'espérante à inquiète à ce que je ne peux décrire que comme stratégiquement émotive. Ce ton particulier que les parents utilisent lorsqu'ils essaient de paraître vulnérables, mais qu'ils préparent en fait le terrain pour une demande. Antoine, s'il te plaît. Tu me manques. Tu manques à ton père. Bien sûr que oui. L'homme qui n'a pas envoyé un seul texto en 4 ans se met soudainement à me manquer. C'est pratique. Antoine, les choses ont été vraiment dures pour nous ces derniers temps. J'ai juste besoin de te parler. Dur pour eux. Choix de mots intéressants. Puis est venu le message vocal qui a finalement comblé les blancs. C'était il y a environ 6 semaines et la voix de ma mère était différente cette fois. Moins polie, plus brute. Antoine, j'ai besoin de te dire ce qui se passe. Ton père a dû prendre une retraite anticipée. Son entreprise a réduit ses effectifs et ils ont licencié tout le monde dans son département de plus de 55 ans. La pension n'est pas ce que nous pensions qu'elle serait. Et Romain, il traverse une période très difficile. Il a perdu son appartement. Il vit avec nous, mais ça nous entasse. Et honnêtement, ton père et moi avons du mal. Je sais que nous n'avons pas toujours tout géré parfaitement, mais tu es notre fils, et nous avons besoin de toi en ce moment. S'il te plaît, appelle. Je suis resté avec ce message vocal pendant un long moment, et je veux être honnête avec vous ici parce que je pense que c'est important. Ma première réaction n'a pas été de la satisfaction. Ce n'était pas de la suffisance. C'était de la tristesse. Une tristesse véritable et profonde. Parce que malgré tout, c'étaient mes parents. Les mêmes personnes qui m'ont appris à faire du vélo et m'ont emmené manger une glace quand on m'a enlevé les amygdales et se sont assises avec moi pendant les orages quand j'étais petite et effrayée. Ils n'étaient pas des monstres. C'étaient des personnes imparfaites qui avaient fait des choix qui m'avaient blessé. Et entendre qu'ils luttaient ne m'a pas fait plaisir. C'était juste compliqué. Mais voici la chose à propos de la compassion. Elle n'efface pas les conséquences. Vous pouvez avoir de la peine pour quelqu'un et tout de même le tenir responsable de la façon dont il vous a traité. Ces 2 choses peuvent exister dans la même pièce. J'en ai parlé à Manon ce soir-là. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas. » D'accord, que te dit ton instinct ? Mon instinct me dit qu'ils sont sur le point de me demander quelque chose. Elle a hoché la tête. Le mien aussi. Nous sommes restés sur cette idée pendant un moment, nous deux sur le canapé avec Oscar qui ronflait entre nous, et je pouvais voir Manon passer en revue les scénarios dans sa tête de la même manière que moi. Elle a finalement dit, quoi que tu décides, j'ai besoin que tu le décides pour toi-même. Pas pour eux. Pas par culpabilité et pas parce qu'une partie de toi est toujours ce petit garçon qui espère qu'ils le verront enfin. Tu n'es plus ce gamin, Antoine. Elle avait raison. Mais le gamin était toujours là. Il le serait toujours. J'ai aussi appelé Mathieu, qui n'avait aucune patience pour les nuances. Frérot, ils t'ont laissé sur un matelas gonflable avec une valve qui fuyait pendant qu'ils achetaient un pick-up à Romain. Quoi qu'il soit sur le point de demander, assure-toi de te souvenir de ça avant de répondre. J'ai aussi appelé Elodie, parce qu'elle était devenue quelqu'un en qui j'avais une profonde confiance. Elle était plus calme à ce sujet. Elle a dit, Antoine, tu ne leur dois rien, mais si tu décides d'ouvrir cette porte, fais-le les yeux ouverts.
Sache ce que tu es prêt à donner et ce que tu ne le es pas avant d'entrer. C'était le conseil qui est resté. Savoir ce que je suis prêt à donner avant d'entrer. J'ai donc décidé de rappeler ma mère. Pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin d'entendre ce qu'il voulait pour pouvoir répondre selon mes conditions, sans réagir selon les leurs. Il y a une différence. Réagir, c'est émotionnel. Répondre, c'est stratégique. Et j'avais passé 4 ans à apprendre la différence. Ma mère a décroché à la première sonnerie. Antoine. Oh mon Dieu. Antoine, c'est toi? Oui, maman. C'est moi. Elle a commencé à pleurer immédiatement, et je ne vais pas mentir, ça a brisé quelque chose dans ma poitrine, mais je suis resté ferme. Tu as dit que les choses étaient difficiles. Dis-moi ce qui se passe. Elle a tout déballé. La retraite anticipée de mon père, le manque à gagner de la pension, leurs économies étant plus minces que prévu parce que, et elle a dit cela sans une once de conscience d'elle-même, ils avaient beaucoup dépensé pour aider Romain au fil des ans. Romain avait perdu son dernier emploi, un poste de vente dans une concession automobile qu'il occupait depuis environ 7 mois. Sa petite amie l'avait mis à la porte de leur appartement commun parce qu'il ne pouvait pas payer sa moitié du loyer. Il était de retour chez mes parents, dormant dans son ancienne chambre à 32 ans. Et apparemment l'arrangement causait des tensions parce la maison était petite et mon père était à la maison toute la journée maintenant, aussi. Nous nous marchons sur les pieds, a dit ma mère. Ce n'est bon pour personne. J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'ai recueilli des informations. Et puis ma mère est arrivée à la vraie raison de l'appel. Antoine, je sais que tu as très bien réussi, et je suis si fier de toi. J'ai besoin que tu le saches. La première fois qu'elle me disait ces mots de toute ma vie d'adulte, et elle les disait comme préambule à une faveur. J'ai failli rire. Ton père et moi espérions. Eh bien, nous avons entendu dire que tu as acheté un pavillon, un 3 pièces, et nous pensions que Romain pourrait peut-être rester avec toi pendant un petit moment, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Il ne causerait aucun problème. Il a juste besoin d'une chambre et d'un peu de temps pour s'organiser. C'était ça, la demande. Toute la raison des messages vocaux, des larmes, de la soudaine fierté pour mes accomplissements. Je ne leur manquais pas. Ils avaient besoin de ma chambre d'amis pour Romain. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Je t'appellerai ce week-end. Oh, Antoine, merci. Merci beaucoup. Tu n'as pas idée de ce que ça signifie. Je n'avais pas dit oui. J'avais dit, laisse-moi y réfléchir. Mais elle a entendu ce qu'elle voulait entendre, ce qui était à peu près l'histoire de toute notre dynamique familiale. J'ai passé les jours suivants à réfléchir, à vraiment réfléchir. J'ai parlé à Manon de ce que j'envisageais et elle m'a soutenu mais a été directe. Je t'aime et je soutiendrai ta décision quelle qu'elle soit. Mais je ne vis pas avec ton frère. C'est ma limite. C'était juste. Je n'avais pas l'intention de dire oui. Mais je voulais comprendre exactement ce que j'allais dire et pourquoi. J'ai aussi fait quelque chose qui pourrait sembler mesquin mais qui me semblait nécessaire. J'ai appelé Romain directement. C'était la première fois que nous nous parlions depuis des années. Il a semblé surpris de m'entendre et honnêtement un peu embarrassé. Et mec, maman a dit que tu pourrais m'aider. Elle en a parlé. Je veux entendre ta version des faits, Romain. Il m'a fait le résumé. Perte d'emploi, perte d'appartement, de retour chez papa et maman, sentiment d'être bloqué. Et puis il a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Écoute, je sais que les choses entre nous ont été bizarres. Et je sais que maman et papa t'ont traité différemment. Je ne suis pas aveugle, Antoine. Je ne savais pas quoi faire à ce sujet. C'était la chose la plus proche d'une reconnaissance que j'avais jamais obtenue de quiconque dans ma famille. Et j'ai apprécié. Vraiment. Mais l'appréciation ne change pas les faits. Je t'entends, Romain. Je vais parler à maman et papa ce week-end. Cool. Merci, frérot. Sérieusement. J'ai passé le vendredi soir assis sur ma terrasse arrière avec Oscar à mes pieds et une tasse de café qui refroidissait dans ma main, regardant le jardin. Manon et moi avions fait l'aménagement paysager nous-mêmes. Je pensais au matelas gonflable sur le sol de Mathieu. Je pensais à la carte d'anniversaire de 50 €. Je pensais au Ford rangé bleu nuit.
Je pensais à la voix de mon père disant « Grandis et débrouille-toi ». Samedi matin, je savais exactement ce que j'allais dire. J'ai conduit jusqu'à Lyon samedi matin. Manon a proposé de venir, mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire seul. Elle m'a embrassé à la porte et a dit « Souviens-toi de qui tu es maintenant, pas de qui ils t'ont fait te sentir ». Je me suis accroché à ces mots pendant les 2 heures de route. M'engager dans l'allée de mes parents m'a paru irréel. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait sur les volets, et la pelouse avait besoin d'entretien. Le Ford Ranger bleu nuit de Romain était garé devant, semblant nettement moins brillant que dans la publication de ma mère sur les réseaux sociaux 4 ans plus tôt. Il y avait une bosse dans le pare-chocs arrière, et la benne était rayée. Quelque chose là-dedans semblait approprié. Ma mère a ouvert la porte avant même que je n'atteigne le porche. Elle avait l'air plus vieille, pas drastiquement, mais assez pour que je le remarque. Elle m'a serré dans ses bras immédiatement et je l'ai laissé faire, mais je ne m'y suis pas fondu comme elle l'espérait probablement. Je l'ai serré dans ses bras de la façon dont on serre dans ses bras un collègue lors d'une fête de départ à la retraite. Présent, mais mesuré. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable dans le salon. Il s'est levé quand je suis entré, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez Philippe auparavant. De l'incertitude. Il ne savait pas comment m'accueillir. Il a opté pour une poignée de main, ce qui vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur notre relation. Votre fils rentre à la maison après 4 ans, et vous lui serrez la main comme si c'était un plombier arrivé à l'heure. Romain était dans la cuisine, appuyé contre le comptoir avec un verre d'eau. Il m'a fait un signe de tête. Et, Antoine. Ma mère a fait entrer tout le monde dans le salon comme si elle animait une réunion de club de lecture. Elle avait même sorti une assiette de biscuits, ce qui semblait absurdement domestique étant donné les circonstances. Nous nous sommes tous assis et il y a eu ce lourd, épais silence. Le genre où tout le monde sait pourquoi ils sont là, mais personne ne veut être le premier à le dire. Ma mère l'a rompu. Antoine, nous sommes si heureux que tu sois venu. Tu as l'air merveilleux. Vraiment. Ton père et moi, nous voulions renouer depuis longtemps. J'ai laissé cela reposer un instant. Maman, avec tout le respect que je te dois, tu as eu 4 ans pour renouer. Les messages vocaux ont commencé quand vous aviez besoin de quelque chose. Elle a tressailli. Mon père a bougé dans sa chaise. Romain a fixé le sol. Ce n'est pas juste, a dit mon père. Ta mère a essayé de te contacter. Elle m'a envoyé des textos qui disaient je pense à toi sans jamais reconnaître pourquoi je suis parti. Ce n'est pas contacter, papa. C'est cocher une case. Ma mère est intervenue. Antoine, nous avons fait des erreurs. Je le sais, mais nous sommes tes parents. Et la famille, c'est la famille. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? La famille, c'est aussi dire à son fils de grandir et de se débrouiller quand il est sur le point de perdre son appartement, puis acheter à son frère un pick-up de 35 000 € la même année. La famille, ce n'est pas ne pas appeler pendant 4 ans. La famille, c'est lancer une discussion de groupe appelée Nouvelles de la famille et ne pas m'y inclure. C'est la famille dans laquelle j'ai grandi. La pièce est redevenue silencieuse. Les yeux de ma mère étaient mouillés. La mâchoire de mon père était serrée. Romain n'avait toujours pas levé les yeux. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour crier ou faire un scandale. Je suis ici parce que maman m'a demandé de venir et malgré tout. Je vous respecte encore tous les deux assez pour me présenter en personne. Ma mère a hoché la tête. Et nous apprécions cela. Antoine, la raison pour laquelle nous t'avons appelé est que Romain a besoin d'aide. Il traverse une période difficile et nous pensions qu'il pourrait peut-être rester avec toi pendant un petit moment. Tu as cette chambre supplémentaire. Ce serait juste temporaire. J'ai regardé Romain. Romain, je t'ai parlé au téléphone. J'apprécie que tu aies été honnête avec moi sur ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que je ne te tiens pas personnellement rigueur de tout ça. Romain a levé les yeux et j'ai pu voir le soulagement commencer à s'infiltrer dans son expression. Mais je ne peux pas t'aider. Pas comme ça. Le soulagement s'est évaporé. Ma mère a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle a fermé la bouche. Quand j'avais 24 ans, j'ai perdu mon emploi et mon appartement le même mois. Je vous ai appelé.
Je n'ai pas demandé d'argent. Je n'ai pas demandé de pick-up. J'ai demandé à dormir dans votre chambre d'amis pendant quelques semaines. Et papa, tu m'as dit ces mots. Tu as dit, grandis et débrouille-toi. Maman, tu l'as soutenu. Tu as dit que j'étais un homme adulte et que je devais gérer ça moi-même. Alors, je l'ai fait. J'ai dormi sur le sol de Mathieu sur un matelas gonflable qui fuyait. J'ai travaillé sur un quai de chargement chez Castorama. J'ai reconstruit ma vie entière de zéro sans un seul euro d'aide de cette famille. J'ai regardé mon père. Il fixait la moquette comme si elle détenait les secrets de l'univers. Et maintenant Romain est dans la même situation exacte que celle dans laquelle j'étais. Il a perdu son emploi, perdu son appartement, et a besoin d'un endroit où rester. Et vous me demandez de lui ouvrir ma maison gratuitement après m'avoir fermé votre porte. Ma mère pleurait maintenant. Antoine, nous avions tort. Je le vois. Nous avions tellement tort. J'apprécie que tu dises ça, maman. Vraiment. Et je veux que tu écoutes ce que je vais dire parce que je ne le dis pas par colère. Je ne le dis pas pour être cruel. Je le dis parce que vous me l'avez appris. J'ai regardé Romain, puis mon père, puis de nouveau ma mère. Grandis et débrouille-toi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a mis sa main sur sa bouche. Mon père n'a pas bougé. Romain a juste hoché la tête lentement comme s'il s'y attendait. Romain, ai-je dit, me tournant pour lui faire face directement. Je pensais ce que j'ai dit. Je ne t'en tiens pas rigueur, mais je ne peux pas réparer ta vie à ta place. Et honnêtement, te faciliter la tâche est exactement ce qui t'a amené ici. Maman et papa ne t'ont jamais laissé lutter, et maintenant tu ne sais pas comment te battre pour t'en sortir. Moi oui, parce qu'ils m'y ont forcé. C'est l'ironie, n'est-ce pas? La chose qu'ils ont faite pour me blesser est la chose qui m'a sauvé. Romain est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, tu as raison. Je sais que tu as raison. Je ne sais juste pas par où commencer. Commence là où j'ai commencé. Trouve un travail. N'importe quel travail. Arrête d'attendre l'opportunité parfaite et prends celle qui est disponible. Économise de l'argent. Fais un plan. Ce n'est pas prestigieux et ce n'est pas amusant, mais ça marche. J'en suis la preuve vivante. Je me suis levé. Ma mère a cherché ma main. Antoine, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je ne pars pas comme quoi que ce soit, maman. J'ai dit ce que je suis venu dire. La porte n'est pas fermée pour toujours. Mais j'ai besoin que toi et papa compreniez quelque chose. Vous ne pouvez pas passer 24 ans à me traiter comme une arrière-pensée et ensuite me traiter comme une ressource quand ça vous arrange. Je ne suis pas un plan de secours. Je suis votre fils. Et si vous voulez une relation avec moi, cela commence par le reconnaître, pas par me demander des faveurs. Mon père a finalement parlé. Sa voix était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Tu as raison, Antoine. Nous avons fait une erreur. J'ai fait une erreur. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Philippe n'était pas un homme qui admettait ses fautes, jamais. Entendre ces mots de sa part m'a fait l'effet de regarder un mur s'effondrer. Pas jusqu'au bout, mais assez pour voir la lumière à travers les fissures. Merci d'avoir dit ça, papa. J'ai quitté cette maison en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la colère, pas de la tristesse, pas du triomphe, juste de la paix. La paix propre et sans complication d'une personne qui a enfin dit la chose qu'elle avait besoin de dire et qui pensait chaque mot. Cela fait environ 6 semaines depuis cette visite. Ma mère et moi avons échangé quelques textos. Des messages courts, rien de lourd. Elle m'a envoyé une photo de Milo, qui est d'une certaine manière toujours en vie et plus gros que jamais. Je lui ai envoyé une photo de Oscar. Des petits pas. Romain a en fait suivi mes conseils. Il a obtenu un emploi dans un centre de distribution, ce qui est à peu près exactement la façon dont j'ai commencé. Il m'a envoyé un texto la semaine dernière pour m'en parler. Je lui ai dit que j'étais fier de lui et je le pensais. Il dort sur le canapé d'un ami en ce moment, ce qui, je le sais d'expérience, n'est pas génial, mais c'est un début. Il se débrouille. Mon père et moi ne nous sommes pas parlé directement depuis ce samedi-là, mais ma mère m'a dit qu'il parle de moi. Elle a dit qu'il avait raconté à son voisin que son plus jeune fils était directeur régional des opérations et qu'il l'avait dit avec fierté.
Je ne sais pas si c'est vrai ou si ma mère me dit juste ce qu'elle pense que j'ai besoin d'entendre. Quoi qu'il en soit, je ne cours pas après. S'il veut reconstruire ça, il sait où je suis. Manon et moi parlons de fonder une famille. Pas tout de suite, mais les conversations ont commencé, et j'ai déjà fait une promesse à moi-même sur le genre de parent que je serai. Je n'aurai jamais d'enfant roi. Je ne ferai jamais en sorte qu'un de mes enfants se sente comme une arrière-pensée. Et si l'un d'eux m'appelle d'un appartement en ruine pour me demander de l'aide, je traverserai un mur pour le rejoindre. Parce que voici la chose que mes parents n'ont jamais comprise. La force ne naît pas de la négligence. Elle naît malgré elle. Je n'ai pas réussi parce qu'ils m'ont abandonné. J'ai réussi parce que quelque chose en moi a refusé de laisser leur version de qui j'étais devenir la vérité. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi après avoir partagé cette histoire avec vous. Elle m'a rappelé que la vraie force vient toujours de l'intérieur. Il faut parfois poser des limites claires pour protéger notre bien-être. Se respecter soi-même n'est jamais une erreur. C'est même la base d'une vie équilibrée et sereine. J'ai compris qu'on peut guérir sans attendre des excuses. La gentillesse envers les autres commence par celle qu'on s'accorde à soi-même. Vous avez le droit de construire une vie remplie de relations qui vous élèvent vraiment. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui compte le plus pour vous. Et avancez avec confiance vers la paix que vous méritez vraiment. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.